Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talent et dans chaque épisode, je vais questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Avant de passer à l'épisode, je voulais remercier du fond du cœur Patreon qui est le sponsor officiel de cette saison 4. C'est une entreprise absolument formidable et je suis énormément heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi. On a envie d'aider les créateurs à travailler sur ce qu'ils aiment et à être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. On partage ça et c'est pour ça que c'est un bonheur pour moi de travailler avec eux sur cette saison 4. Le fonctionnement c'est super simple, vous allez sur patreon.com, vous créez votre compte et vous allez pouvoir commencer à créer votre communauté, tous les gens qui suivent votre travail et leur proposer de vous soutenir en retour. Patreon permet grâce à une plateforme très simple d'interagir avec vos fans et de faire en sorte qu'ils puissent vous rémunérer pour votre travail et pour ce qu'ils aiment chez vous. C'est magique parce que ça enlève tous les intermédiaires et ça vous permet directement à vos fans de vous donner une contribution financière pour vous encourager à créer et vous aider à continuer. Donc je les remercie encore une fois du fond du cœur et si vous êtes créateur et que vous vous questionnez sur comment on peut monétiser ses créations, allez sur patreon.com et inscrivez-vous, vous n'allez pas être déçus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour ce nouvel épisode de la saison 4 d'Inspiration Créative, j'ai le bonheur d'accueillir une personne que j'estime beaucoup et qui s'appelle Shirley Soignon. Shirley fait du stand-up depuis 2008 et si vous n'avez pas encore vu un de ses spectacles, vous l'avez peut-être déjà croisé sur des sketchs au Festival de Montreux ou encore à l'époque sur On ne demande qu'à en rire. Elle a fait rire des centaines de salles en France depuis ses débuts et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a aussi pris depuis quelques années la casquette d'entrepreneuse en créant à Paris le Barbès Comedy Club qui est un lieu qu'elle a imaginé. Elle a fait le choix de mettre entre parenthèses sa propre carrière pendant quelques temps pour structurer une équipe et créer un lieu dédié au stand-up comme elle l'entendait. On a parlé dans cet épisode de ses entorses créatives, de son parcours dans l'humour, de ses débuts à aujourd'hui, mais aussi de la structuration de son équipe pour redonner un maximum de place, maintenant, à sa créativité. Shirley sort en ce moment son nouveau spectacle, Être humain, dans lequel elle réfléchit à ce que ça veut dire, être humain, dans la société d'aujourd'hui, et je peux que vous encourager à prendre votre place. Elle va commencer à Paris le 12 juin, et puis faire une petite tournée dans plusieurs salles, et sûrement après en province. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez trouver son site et suivre toutes les dates. J'espère que cette rencontre avec Shirley va vous plaire et je vous souhaite surtout une bonne écoute. Ça va Shirley ? Très bien. Très content de t'accueillir ? Ravi. Comment tu te sens ? Je me sens bien, ça fait 1 heure qu'on parle, donc je me sens super bien. Je trouve ça toujours mieux comme ça, on se Mais c'est détend un trop peu bien, avant, c'est mais trop du chouette. coup t'as bien fait. Ouais, tu m'as dit que t'avais fait une petite nuit blanche en plus Oui. et que ça travaille dur. J'ai l'impression que tous mes podcasts commencent comme ça. Apparemment t'as fait une nuit blanchière. Ah ouais, tu progresses pas de podcast en podcast hein. Pas de ouf. Hein. Trop cool, écoute, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont auditeurs qui te connaissent déjà un petit peu, moi je te présenterai aussi en intro, mais je trouve ça toujours intéressant de pouvoir revenir sur des moments qui ont forgé aussi là où t'en es aujourd'hui. Et je suis très curieux que tu me racontes un peu les premiers temps dans l'humour, comment ça s'est passé pour toi, toutes ces périodes aussi qui sont importantes dans toute période, dans toute vie de créateur, mais où on a des galères, où on a des bides, où on a des épreuves qui sont complexes. Je suis curieux que tu me racontes un peu tes premiers temps sur les premières scènes, les trucs où... Putain, c'est bien joué parce qu'on dirait que c'était une question originale, mais non, tu m'as demandé de raconter mes débuts quoi. Merci, la question que... Super, elle vient de ruiner le podcast, allez. Yo, on remballe. Allez hop, merci. Tes débuts, Shirley. Mais attends, mes débuts. Ouais, je suis curieux en fait de. Je trouve que c'est super intéressant, c'est pas parce que une le galère. tout début, c'est pas une galère quoi. Ok, bah raconte-moi, c'était comment ? C'était cool parce que c'était le début. Ouais. C'est-à-dire que c'est nouveau. Et ce truc de la découverte, et en plus quand tu fais la scène enfin en tout cas me concernant, j'avais tellement envie de le faire, ça me brûlait tellement le cœur de me dire faut que je monte sur scène, j'ai trop envie d'essayer d'écouter des rires, d'entendre, de voir si c'est marrant, de partager mon énergie complètement folle avec les gens. Donc en fait quand ça se passe, je suis juste contente quoi, je calcule pas du tout si ça va être un métier ou pas, je suis là oh là je l'ai fait, faut que je recommence, C'était il où, vomir. La première c'était où ? C'était au Joko, c'était un bar qui était dans le premier. Voilà. Et ça marchait ? Les gens ont ri ou c'était le... C'était extraordinaire. Ouais. Parce que il y avait des rires et je m'attendais à rien moi. C'était la première fois que je faisais ça. Donc il y a des rires. J'ai pas envie d'en parler. Il y a plein de podcasts qui en parlent où je suis en train de dire que j'ai fait des accents africains. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Super. Non mais pour le coup en plus je vais sortir un documentaire là-dessus très bientôt là sur comment justement de 2003. Alors 2003 c'est quand j'étais en BTS à Paris. Et que je décide de commencer à faire des premiers sketchs avec des copains de BTS, tu vois. Donc j'ai gardé toutes mes vidéos, des mini-DV de 2003 à aujourd'hui. Et du coup, je veux montrer un petit peu cette évolution et ce truc-là. Où tu vois clairement dans les vidéos qu'au début, je suis juste content. Je suis genre à la kermesse, je suis là, je fais des accents, je raconte n'importe quoi. Et je rigole, je suis là, c'est rigolo. Tu vois, enfin, il n'y a pas de... Voilà, je parle de ça, c'est la première année. Première année sur scène, au Joko, au premier arrondissement. On est tous un peu comme ça, être juste content de monter sur scène et de raconter... une vision plus ou moins affinée de notre vision du monde quoi. Mais si tu veux j'avais 19 ans
quand j'ai commencé. Hein. Ah, donc je suis un bébé. Hein. Ouais, c'est ce que je veux dire. Tu vois, bleu, je viens d'avoir mes règles, quoi. Tu vois, je découvre le monde. J'ai les seins qui sont gonflés, je gère pas encore tout, quoi. Il y a de l'acné, tu vois. Tu vois, je suis vraiment comme... Ah, c'est possible. Ouais. Le bébé qui fait son premier. La galère, elle arrive bien après, quoi. Ok. C'est quoi c'est 1 an après, 2 ans après? Je vais essayer de me rappeler justement la première galère. Je pense que la toute première, c'est quand j'ai commencé... Parce que, voilà, donc je fais Joko, et puis je fais plein de scènes. Et là, je commence à sentir que vraiment, j'ai envie de faire que ça. Parce que j'étais en stage de web design à l'époque. Je faisais une formation web design après mon BTS Com. Ça n'a pas duré longtemps parce que je suis en stage dans un hôtel de luxe rue de Rivoli. Et en même temps, je fais mes cours à République, dans l'école MJM. Vraiment pas une école, tu vois, qui était... Enfin, voilà, non, je vois pas. C'est tout petit. C'est sur les quais, là. Ouais. Et donc, MJM, c'est un caméléon comme ça, noir. C'est... Voilà. Quand t'avais pas d'argent, t'étais là, voilà, ça c'est mon avenir. Et enfin, j'ai l'impression, parce que vraiment, si j'avais eu le choix, je n'aurais pas été là-bas. Mais bon, bref, c'est pas pour cacher sur l'école, je crois qu'il existe toujours. Mais je me rappelle de tout, la pochette noire en cuir de l'école qu'on te donne, où t'as l'impression de rentrer dans une grande école, et après tu fais... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en fait. Hein. Le prof, il a l'air flingué. C'est de se fondre dans la masse, mais pas ouf. On prenait Dreamweaver à l'époque, tu vois, pour faire des sites Flash et tout. Alors je me rappelle, c'était long, c'était chiant cette époque-là. Puis en plus, ça n'a pas duré. T'es là, quoi? J'ai appris Flash pour rien. Elle m'a saoulé. Bref, je faisais tout ça. Et je fais de plus en plus de scènes et je me dis, non, mais j'aime trop faire ça, quoi. Et puis franchement, je suis en stage dans cet hôtel, je gagne 475 € par mois. Je crois qu'à l'époque, je sais plus où j'habite, je dois habiter Canal Saint, je sais plus où j'habite, je vais encore chez quelqu'un ou quelque part, je suis là quoi, on s'en sort. Et du coup, je me dis, j'aime trop, pour 475 €, je pense que peut-être en étant un peu organisé, tu vois, avec les plateaux, quelques petits chapeaux, si j'organise mon propre plateau et tout, je vais pouvoir y arriver à ces 475 € quoi. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Bon, là, ça commence la galère quand tu commences à calculer. Quand tu commences à faire... Alors, l'argent, là, ça commence à être une galère. Donc, il y a des premières télés qui arrivent, pliées en 4 à l'époque. Je crois que je saute un peu quelques années là, mais en gros, c'est un peu ça qui se passe dans le côté médiatique, en tout cas, qui commence à asseoir un truc qui permet de me dire, OK, financièrement... C'est les premières validations, quoi. Ouais. Ça va aller financièrement aussi, ce truc. Alors que c'est pas payé un pli en 4. Mais tu te dis, bon... Le fait est qu'on te voit, donc ça va permettre à d'autres, des festivaliers de te proposer des trucs, à toi après, à chaque occasion qui va t'être donnée, de vraiment montrer ce que tu sais faire. Parce que tu n'auras pas 15 000 possibilités, quoi. Tu vois, moi, quand je prépare l'interview, je regarde un petit peu les débuts aussi, parce que ça m'intéresse. Et je vois que j'ai l'impression que tu as cette période entre genre 2007 et 2010, ou peut-être un petit peu plus encore, où on sent que tu envoies plein de perches, plein de bouteilles à la mer, en mode genre... toute l'occasion est bonne à prendre et on voit ce qui va se passer pour pouvoir faire en sorte que ça marche, tu vois, comme ah oui, alors c'est intéressant. En train de se battre, quoi. Moi je dirais que ça s'est passé entre 2007 et 2009. Okay. Puis entre 2009 et 2000 et à partir de 2009, c'est une autre histoire qui s'opère. Ouais. Dont on peut parler après, qui n'implique plus que ma décision. Et il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai un producteur. Et donc là, tout ce que tu vas voir à partir de là, c'est pas que moi. C'est pas que mes décisions et j'en suis pas forcément très contente et effectivement ça m'expose un peu trop. Ça, c'est des choses dont j'ai vraiment beaucoup parlé parce que c'est des choses qui m'ont le plus blessé dans ma carrière artistique. Ce qu'on appelle une entorse artistique dans le métier, c'est quand tu fais un truc que tu veux pas faire et tu marches dessus et tu continues. Il y a beaucoup de gens qui peuvent... Souvent, il y a du non-verbal. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est la puissance de l'humain avec l'humain. Je me suis rendu compte de la force du non-verbal chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens à plein de moments qui m'ont dit on n'aime pas, elle est pas à l'aise. C'est parce que c'est le cas en fait. C'est un vrai truc de... T'aimes pas parce que en fait je suis en train de... C'est comme si ma corde elle était mal accordée de ma guitare et je faisais... Les gens sont là, elle est jolie la guitare, hein, mais vraiment les cordes, on peut faire un truc. Si on te pliait la décision, quoi. On te faisait faire et puis moi je te regarde vraiment sérieusement en te disant je fais de l'impège. Moi je suis en train de faire du flamenco. Et donc ça sonne faux. Ça sonne faux de ouf, vraiment, parce que j'ai des producteurs qui à la base vendent du yaourt. Ils connaissent rien aux guitares. Ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, tu le racontes comme ça, mais en fait, tu dois avoir plein de gens qui sont encore dans leur situation artistique, avec ce poids-là et qui en fait peuvent pas. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Et pour savoir qui tu es, il faut aussi se confronter à ce que tu n'es pas. C'est ça, on est ce qu'on n'est pas. Donc c'est cool. Et sur le moment, tu le rationalises comme ça? Tu te rends compte que c'est une entorse artistique ou tu fais genre, ok, c'est une opportunité de faire ce que je fais et de faire ce que j'aime et puis j'y vais?
Alors du coup, 2007, Vas-y, on se la refait dans 2009, ouais, du coup j'essaie de voir comment vraiment c'est monté dans ma tête, tu vois. Donc les premières galères. Donc en fait, pour moi, les premières galères, c'est plutôt les galères de comment je vais payer mon loyer, j'ai faim, putain, j'aime trop les clopes maintenant, merde, il faut que je trouve des mégots, tu vois. On est vraiment dans cette ambiance, tu vois. Faut que j'organise des plateaux, que je fasse du chapeau quand même. Juste comment je vais vivre, quoi. C'est vraiment pas est-ce que je vais devenir une star, je m'en fous et je m'en suis toujours foutu. Ensuite, en fait, voilà, je suis tellement dans ce truc de ok, sois précise, respecte chaque scène que tu auras, travaille-la bien. Et tu vois, je veux juste que le public se marre. Avec ma jeunesse, avec mes textes légers, ou plus ou moins bien travaillés, avec une énergie sur scène encore très débordante, un besoin fondamental d'être entendu. D'ailleurs, au début, j'articule pas, enfin, c'est juste dans ma vie, c'est pareil, je n'arrive pas à être audible. Et des fois, je le suis pas encore, parce que je comprends après, en décortiquant l'humain, que selon tes expériences de vie, etc., c'est plus ou moins facile de s'exprimer. Et d'être sur le même canal que la majorité. Et de savoir s'adapter aux canaux de chacun. Il faut... Vaste sujet. Hein. Ça me travaille moi-même en tant qu'intervieweur. Okay. Ben, mine de rien, tu vas pas être la même personne que la personne avant. Tu vas pas être la même personne. Bien sûr. Il y avait Haroun qui était venu sur le podcast. Bon, bah, c'est encore un autre type de personne que toi, tu vois. Totalement. Et donc, totalement. Ben, moi, mon rôle, c'est pas d'être caméléon, mais par contre, ben, si je suis capable de sentir comment chacun se comporte, ben, je change aussi mon FM, tu vois. Ouais, bien sûr. Totalement. Totalement. Et donc, c'est important aussi, quoi. Et puis, je pense que les canaux se créent aussi avec les deux interlocuteurs. Bien sûr. C'est-à-dire que... Bien sûr. Si ça matche pas, ça matche pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ça, mais il y a aussi le côté... ton essence à toi, elle change aussi en fonction de ce qu'il y a en face de toi. Sûr. Donc, tu vois, c'est une espèce de mix, quoi, l'alchimie, ça. Et même quand il y a répulsion, il y a alchimie, quoi. Tu vois. Donc, ouais, pour parler des galères, il y avait ces galères de juste comment je vais manger. Puis ensuite, il y a la galère de comment je vais, puisque en fait très vite je joue partout et c'est cool, ça se passe bien. En fait je m'inscris à la Route du Rire, qui est un concours à l'époque en 2009, qui est diffusé sur France 4. Bref, pour aller très vite, on met sa vidéo sur internet, je gagne à la télé, et puis ça me permet d'aller au festival de Montreux. Donc tu vois, ça fait boule de neige le en truc fait. Qui te permet aussi de propulser, quoi. En 2010 avec Laurent Ruquier, qui c'est lui qui présente le gala à Montreux, et boum, ça s'enchaîne. Bon, c'est super, du coup je suis beaucoup exposé, donc là j'ai un producteur qui me propose de travailler, et puis c'est super, je suis trop contente parce que ça va me permettre de rehausser encore un peu plus ma façon de pouvoir travailler le spectacle, c'est-à-dire eux ils se gèrent le côté finance, le théâtre, le louer, etc., mettre des affiches, puis moi je gère le côté blague, et c'est trop cool. Sauf que moi j'ai une vision... que c'est un moyen aussi de te professionnaliser, puis c'est flatteur en fait. C'est génial. Quelqu'un arrive et te dit, bah, en fait, je pense que vous avez du potentiel, déjà c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours, et ensuite on te dit, bah... vu que vous avez du potentiel, on va essayer d'en faire quelque chose et je vais être là pour vous aider, quoi. C'est mon boulot. C'est motivant. Moi, en fait, je cherchais pas du tout ça. Parce que, en fait, je commence à avoir l'effet boule de neige. J'étais là, bah, c'est cool, je joue, ça m'amène à un autre truc, c'est trop bien. Et j'avais vraiment cette sensation depuis plusieurs années, quand j'avais commencé, que j'étais là, c'est mon métier maintenant. Enfin, c'est ce que je veux faire, en tout cas, comme métier. C'était même pas une question que je me posais. Je doutais, comme n'importe quelle personne peut douter de son chemin. Mais j'y étais quand même sur mon chemin, tu vois. J'étais là, ok, c'est cool, j'ai pas besoin d'absolument faire de la télé, etc. Pourquoi ? Parce que je viens d'une famille d'artistes avec pas mal de comédiens dedans, où j'ai fait de la télé moi-même très jeune. J'ai fait des téléfilms, je fais des pubs quand j'avais 8 ans. C'est pas quelque chose qui m'impressionne, c'est pas quelque chose que j'attends, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. En fait, déjà à 8 ans, j'avais demandé à mon oncle qui était dans une agence de comédiens, pardon. Je lui avais demandé, est-ce que je pourrais faire partie de l'agence ? Est-ce que je pourrais faire des castings ? Et je savais pas en fait que c'est moi qui avais demandé, il y a pas longtemps qu'il m'a dit c'est pas moi qui t'ai proposé, hein, c'est toi qui avais insisté à 8 ans vraiment pendant des mois pour me dire je veux faire des castings, et j'en ai fait effectivement, je l'ai raflé à chaque fois parce que c'était un truc qui me parlait, quoi. Mais j'ai une famille d'artistes qui sait s'exprimer, qui m'a montré ça depuis très longtemps, donc il m'a permis de voir ce canal de possibilités, hyper important. Donc voilà, j'en arrive avec... Mine de rien, ce que tu viens de dire là, on passe dessus très vite, mais ce que tu viens de dire c'est fondamental, c'est être dans un environnement qui t'ouvre le canal des possibilités. C'est-à-dire à quel point, et tu vois, moi c'est une conviction aussi avec le podcast, c'est de me dire comment à travers différents spectres de vie, différentes façons de s'éveiller, on peut arriver à te dire ben, c'est possible en fait, là où tu ne voyais pas forcément toi dans tes ornières, que ça c'était possible, quoi. Ce truc des canaux de possibilités. C'est pour ça que je dis que si j'avais un programme électoral, la seule chose ça serait protéger les enfants. Parce que quand tu grandis dans un environnement qui est protégé, sans abus physiques, sexuels ou moraux, tu grandis avec des possibilités incroyables. Moi, je le vois dans ma famille, on a différentes couches sociales. Et moi, je fais partie de la personne qui a vraiment voyagé physiquement dans toutes les catégories sociales toute mon enfance. J'ai été dans l'impasse, le canal de l'impasse, celui où il n'y a aucune possibilité, celui où tu as l'impression que ta vie va se terminer demain, celui où tu as l'impression que pour survivre, il faut être un animal. J'ai été dans le canal de la créativité, où j'ai pu
extrascolairement, aller faire de la peinture, du théâtre, découvrir le sport, aller dans les bois, découvrir les jams musicales en famille. J'ai été dans celui où, à un moment donné, tu fais juste 8h, 18h le travail, tu regardes la télé le soir. J'ai tout vécu. J'ai traversé tous ces mondes et j'ai pu piocher. Donc des fois, on en parlait avant le podcast, mais j'ai des pensées de pauvre, je retourne dans le canal où il n'y a aucune possibilité. Tu vois, j'ai toutes ces identités en moi. Donc ouais, je peux effectivement t'assurer que l'environnement est une part hyper importante. La chance là-dedans, et je trouve que du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, bien sûr, parfois c'est le hasard qui nous amène des possibilités, etc. Mais c'est intéressant de se dire aussi comment dans l'environnement que je construis en tant que créateur, je peux me mettre avec des gens qui peuvent m'ouvrir la tête sur d'autres canaux et d'autres endroits vers lesquels évoluer. Parce que, on parlait de ce producteur, si ça avait été un autre producteur, il t'aurait peut-être amené un autre spectre, un autre spectre avec d'autres possibilités artistiques et entrepreneuriales. Ouais, totalement. Et le chemin que j'ai vécu était le mien et tout est en ordre, comme on dit, donc c'est superbe. Mais du coup, dans cette expérience-là, je me suis dit, ok, je sais absolument que moi, ce que je veux, c'est développer mon art du stand-up, parce que c'est quelque chose qui met du temps, c'est comme un sport, il faut le faire à 7-8 ans pour vraiment maîtriser pas mal de skills de ce métier. Tu peux pas maîtriser ce métier en dessous de 7-8 ans, c'est impossible. Et 7-8 ans, c'est le minimum pour moi, d'après toutes les carrières que je vois. On a beau dire ce qu'on veut, tous les gens qui sont très forts ont vraiment 10 ans de carrière, etc. Parce que il faut travailler. Tu deviens adulte, quoi. Et tu deviens aussi adulte. Tu matures ton art, quoi. Tu vois, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu regardes beaucoup d'autres types de créations, t'en as où les gens partent du présupposé que ça peut venir très vite. Tu sais, il y en a où tu te dis, pourquoi en fait, dans ce secteur-là, moi je pourrais pas percer en un an ou deux. Et en fait, je trouve que c'est un super apprentissage aussi du stand-up, c'est qu'en fait, t'es obligé de faire tes gammes et de les faire longtemps. Et une fois que tu commences à les avoir fait suffisamment longtemps, ok, là il y a des opportunités qui commencent à émerger, mais c'est une décennie, c'est pas une année. Et ça fait du bien en termes de prisme. On n'est pas dans une logique court-termiste. Et je suis presque sûr que dans tous les domaines, si tu veux vraiment bien le faire, ça se passe pareil. C'est comme l'agriculture et tout. Des fois, tu vas avoir une mauvaise récolte, il faut recommencer, il faut être patient, il faut observer, ça met du temps. Et 10 ans, c'est pas grand-chose finalement. C'est clair, mais je sais que par exemple, c'est très spécifique à la société française. En Italie, ils ont plus facilement cette approche. Quand tu regardes les sociétés, etc., et l'inconscient collectif un peu, ils ont vraiment cette logique de, ok, en fait, quand je me projette dans un truc, je me considère sur 5-10 ans et je sais que c'est un chemin sur 5-10 ans. Bien sûr, Je sais pas si c'est le cas qu'en France, mais je trouve que nous, dans notre société, on est là en mode genre, si je fais un truc, j'ai envie d'en récolter les fruits tout de suite. Et c'est dur de prendre ce créneau-là, alors que dans les milieux de création, c'est intéressant de se dire, en fait, si je suis là pour 10 ans, en fait, je suis là pour le long terme, c'est un marathon, je bosse tous les jours, je fais des trucs. Sûr. Et dans 10 ans, je vais faucher mon chambré. Ils font plus de sport, les Italiens, ou pas ? Est-ce qu'ils sont plus sportifs dans leur quotidien ? Peut-être. Parce que j'ai l'impression que... c'est vrai que c'est une logique sportive. On a un vrai champion olympique, il a besoin de... Un vrai problème d'esprit sportif. Le mental sportif français, il est pas ouf, je trouve. Dans les écoles, par exemple, tu le vois, quand on en sport... moi, j'ai été un peu aux États-Unis, à l'école, au lycée, pour le basket. Et du coup, juste au lycée, pas dans un club particulièrement de basket... En sport, on répond pas au coach, on n'est pas là, gna gna gna. Il y a une façon de faire du sport qui est vraiment différente, quoi. Presque professionnelle. Qui est rigoureuse. Ouais. Qui est rigoureuse. Juste rigoureuse. C'est comme si d'un coup tu faisais des maths. Enfin, tu pourrais faire des maths en faisant le poirier. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des écoles comme ça, mais tu vois ce que je veux dire ? Dans l'idée, faire des maths sous l'eau, quoi. C'est un peu plus relou. Grave. Donc il y a un truc de rigueur où c'est mieux d'être concentré sur une table pour faire des maths avec ta calculette, tes machins. Et puis ça aboutit, et je pense que tu vas le voir aussi, on en parlera aussi de la façon dont tu crées toi et comment ça se passe, ce processus créatif, mais tu vois, je pense que tu as aussi cette logique de, tout en étant, il y a toujours une forme de chaos, mais il y a aussi besoin de cette rigueur, cette discipline qui te permet de répondre présent et d'affiner tous les jours, quoi. C'est pas juste quand ça vient, ça tombe du ciel, tu dis ça y est, c'est parti, on écrit un spectacle. Un petit peu. Quoi, un petit peu. Il y a des phases. En fait, on donne du sens au chaos, quoi. Ouais. Parce que tu m'as dit deux trucs qui, pour moi, sont un peu. Ouais, c'est un peu genre. C'est pas trop ce qu'on fout là, moi, c'est un peu ce que je raconte dans mon spectacle, quelque part. Ouais. Donc, on crée un sens c'est vrai. Pour se dire qu'on sait ce qu'on fout là. Ouais. Et donc, la galère, on va y arriver. J'ai pas répondu. Non, mais je lâche pas, il y a un film qui est là, la galère. Je remarque que depuis le début, on a tous les deux l'esprit en escalier. Donc on part, tac, cool, ok, on redescend de marche, vas-y. Parfait, on sait où on est. Du coup, c'est ça, c'est que, en fait, à partir du moment où la deuxième galère, ça a été de pouvoir. Tu sais, c'est comme quand tu fais un film, je pense à un réalisateur, il a un peu ce truc-là, il écrit son scénario, et après, il a toute une équipe qui vient de faire le tournage avec lui. Il faut qu'il soit sûr qu'il en parle, Astier, pour Kaamelott, de ce truc de, ok, j'avais mon essai.
sens. Puis après, il faut faire hyper gaffe parce que la direction de production, le chef op, machin, commence pas à dénaturer mon truc de départ. Il faut suivre tous les processus. C'est pas genre j'ai une idée, faites-le. Suis jusqu'au bout parce que... Tu te bats pour qu'elle soit respectée. Et pour transmettre au mieux ton idée, quoi. Parce que ce que tu as dans la tête, tout le monde l'a pas. Et aussi des gens qui ont une autre vision. Et comment garder ton essence tout en étant aussi ouvert au retour s'ils peuvent être enrichissants. Mais il faut pas qu'ils te dénaturent de ce pourquoi tout le monde a été réuni sur ce plateau pour faire le projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, alors j'allais dire juste sur ça. C'est ça qui a été très dur. Ça a été ça ma plus grande des galères. Ça a été de faire comprendre à ma production et de me faire comprendre à moi-même que clairement mon chemin était clairement dessiné et qu'il pouvait pas tortiller du cul. J'ai tortillé du cul pendant des années. C'est ça ma putain de galère. Oh putain, j'ai réussi. Moi, présidente, il n'y aura plus jamais ça. Et on respecte les enfants. Ouais, ce que j'allais dire là-dessus, c'est... tu sais, ça rejoint un peu ce que tu disais sur les entorses artistiques. Il peut y avoir des moments où on a une direction, une envie, ou en tout cas un angle qu'on veut donner à ce qu'on fait dans nos projets, dans nos créations, etc. Est-ce qu'il y a des trucs, toi, qui t'ont aidé à justement apprendre à ne pas dévier par... tu sais, ça peut être une force extérieure comme ton producteur ou comme le public. Tu vois, parfois, le public va te dire, bah, en fait, ce que tu fais marche pas pour ça, pour nous. Soit tu changes de public, mais parfois il n'y a pas de public, donc tu essaies d'adapter ta création aussi pour qu'elle corresponde à des gens. Je dis pas que c'est ton cas. Hein. Là, je réfléchis. Du coup, je réfléchis en même temps avec toi. Je pense que ça a été un peu. Et je me dis, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont aidé à garder comme ta ligne directrice et peut-être une approche, un état d'esprit, des principes qui t'ont permis de te dire, ok, ben, en fait, pour rester juste par rapport à ce que j'ai envie d'apporter au monde avec mes spectacles, mon humour, j'ai mis ça en place pour essayer de rester droit. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait qui t'ont aidé sur ça? Tout. Mais en fait, tout, c'est à partir de... Non, mais toute ma vie, après, a été orientée que là-dessus. Après mon expérience de galère, oh putain, j'ai pas réussi à maîtriser et à exprimer aux gens ce que je voulais suffisamment clairement. Comme je dis toujours, l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Donc, j'en veux à personne, tu vois. Encore une fois, c'était mon chemin, c'est en ordre et tout ça. Mais ça m'a permis vraiment de voir à quel point il fallait que je sois clair dans ce que je voulais. Mais qu'est-ce que je voulais? C'était ça la question. À quel moment tu te poses cette question? Genre, à quel moment tu dis, là, j'ai déraillé un peu? Quand je fais mes premières télévisions, et on le sait, et c'est dommage, j'ai toujours l'impression de me plaindre du truc, alors que pas du tout. Mais quand j'ai commencé à faire On ne demande qu'à en rire, quand j'ai commencé à être noté, forcément, là, t'es là, oh là, c'était pas le plan, là. C'était pas le plan que Benguigui me dise 8. Enfin, ils m'ont jamais dit 8, d'ailleurs. Ça, c'était un truc aussi, c'était une nouvelle découverte, c'était de savoir... C'est quoi le showbiz, quoi? C'est quoi jamais être mal noté? C'est quoi, tu vois? T'es là, ok. Puis ça, c'est des trucs qui viennent parasiter de ouf ce que tu as envie d'apporter, parce que tu te dis, bah, en fait, là, ce que je construis, il faut que ça fasse rire ces 4 personnes qui sont en face de moi et qui vont me mettre une note sur 20. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire, surtout, j'étais là, je veux faire du basket, et là, vous me demandez de faire une chronique à la radio, je comprends pas le rapport. Enfin, voilà, moi, ça me faisait ça un peu dans ma tête. Par rapport à la production, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Après, j'ai aussi compris que, voilà, pour remplir une salle, il faut être vu, il faut que beaucoup de gens te voient. Donc moi j'aurais préféré annuler mes spectacles dans une salle et prendre le temps, parce qu'encore une fois mais c'est pas je me suis dit voilà, c'est ce que j'aurais voulu, donc comment faire pour que ça soit mieux la prochaine fois? Le faire soi-même. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai commencé moi le stand-up, en tout cas la scène, il n'y avait aucune infrastructure véritable pour le stand-up. Aucune infrastructure véritable qui respectait considérablement le stand-up pour ce qu'il était et pas pour ce qu'il rapportait comme argent. On s'entend bien, ça veut dire que les gens les premiers qui ont pratiqué du stand-up, c'est la génération de Yacine Bellous. Ceux qui ont joué dans Moloko avec Thomas Dijol, dans des endroits, dans des bars où vraiment les gens ils comprenaient pas pourquoi on leur parlait directement, les yeux dans les yeux. Avant le Jamel Comedy Club, avant le Comic Strip Show, monté par Tonje Bakang, qui plus tard, pour parler d'un grand homme créatif, a créé AfroStream de Netflix Afro. Ce mec-là, des années auparavant, avait réuni des gens pour faire une forme de stand-up, un comedy club, tu vois, puis qui a été repris par le Jamel Comedy Club, puis ensuite qui a fait sortir ces gens-là qui cherchaient à se faire entendre dans des petits bars, tu vois. Avec une société à l'époque qui est pas du tout habituée à ce mode de fonctionnement. Donc il y a un vrai truc de... C'est comme la tectonique, tu vois, le truc de la tectonique, quoi. T'as des gens, d'un coup, ils viennent devant toi, ils font des trucs. T'as appris s'il fait. Pourquoi ils bougent? Ils te regardent droit dans les yeux. Tu dis, ouais, c'est sérieux. Tu vois. Et quelque part, ça nous a fait accepter le voguing plus facilement plus tard. Donc là, mais c'est chambé le voguing, en fait. Ouais. Mais au début, c'était genre... c'est la coupe, surtout, qui était dure à regarder. Mais du coup, et puis les pantalons, oh là, tout me revient. Il y a un délire, hein. On a déconné. C'est vite arrivé, vite reparti. Hein, ouais, on avait un peu cette sensation avec presque un peu de nostalgie, mais un petit peu seulement. Pas trop, hein, ouais. Avec un peu
Le frayeur. Mais en fait, mon Devision, on l'a en tête là. Et bon, on avait un peu ce sentiment avec le stand-up au début. Un peu que c'était de la tectonique. Là où c'est des fous qui parlent de banlieue avec leur micro. Là, bravo à vous parce que c'est resté. Ouais. Voilà. Mais parce qu'on a plus de cils que les mecs qui font de la tectonique, wesh. Meilleur ça coupe, se voyait depuis le départ. De déjà, on n'avait pas tous des coupes qui étaient les mêmes. Déjà, c'était pas une communauté qui proposait un seul genre. Ouais. C'est une communauté qui, pour la première fois, proposait plusieurs genres et plusieurs catégories sociales et professionnelles. C'est hyper intéressant parce que du coup, en France, il y avait quand même un petit souci dans la médiatisation des personnes, d'une sous-représentativité de certaines personnes françaises. Le Jamel Comedy Club est arrivé comme une réponse identitaire et politique à des choses qui se disaient en France qui étaient abjectes. Ou moi, en tant que Française qui suis née en France le 3 octobre 1986 à Clichy, j'étais là, mais c'est une dinguerie. On avait dit fraternité, je n'ai pas compris. On avait dit liberté, égalité, fraternité, qu'on s'aimait tous, qu'on ne voyait pas les couleurs. Bah, apparemment, on les voit bien. Hein. Pour pas les voir, finalement. Tu vois, donc, en fait, voilà. D'un coup, moi, Jamel, c'est ça que ça m'a fait comme effet. Moi, qui venais de cette partie de la France qui était un petit peu cachée, pas cachée, d'un coup, j'étais là, ah putain, je sens un truc là. Ok, on va pouvoir parler là. C'est genre une forme de reconnaissance aussi, tu vois. Genre, on a du talent et on y va, on le montre. On n'est même pas sur le talent. En fait, là, je te parle d'un art brut, quoi. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quel. Et j'aimerais bien parler avec un historien de l'art là-dessus. C'est comment, dans une société, un art arrive, comment le surréalisme est arrivé, qu'est-ce qu'il revendiquait. Il y a une histoire à chaque fois de comment c'est arrivé, de pourquoi c'est arrivé, hein, finalement, quand tu analyses l'époque. Il y a ça dans le stand-up français. Il y a cet art brut qui, d'un coup, permet à une catégorie de personnes de s'exposer, de s'exprimer. Que ce soit des femmes grosses, que ce soit des hommes gros, que ce soit des noirs, des arabes. Tu vois, tu comprends ? Toutes ces choses où, finalement, on était réduit à une vision très naziste du monde. Tu vois ? Donc, d'un coup, ça fait... Tu donnes la parole à plein de gens. Et donc, les médias étant... d'un coup un petit peu désemparés, déstabilisés, déboussolés par ces changements, ont voulu cataloguer ça dans une case qui permettait pour eux de créer une cohérence et un contrôle de cette image, parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, la banlieue, c'est pas que la banlieue, vous voyez bien que c'est pas que la banlieue. Blanche Gardin arrive, et puis on commence à comprendre, ah, c'est bien, c'est bien. Et, tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est ce qu'on a un peu reproché au rap aussi à un moment donné, c'est d'attendre qu'il y ait des figures plus blanches pour commencer à respecter le rap avec Orelsan, etc. C'est pas grave, peu importe. Anyway, la culture est arrivée. Peu importe comment elle est arrivée, peu importe l'appropriation culturelle qui en a été faite, c'est notre culture à tous, en tant que Français. Et nous, justement, au stand-up, on s'en fout. Non pas qu'on voit pas les couleurs, on les voit bien, mais que tu sois blanc, etc., c'est pas notre problème. On n'est pas là pour dire non, les blancs vous jouez pas là, on n'est pas ghettoisant, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Un comedy club, c'est un endroit dans lequel la France se retrouve, et c'est pour ça que ça cartonne partout. De tout, quoi. C'est pour ça que tout le monde veut y aller maintenant, et c'est comme pour ça que je l'ai senti et que je me suis dit, en vérité, je me rends compte que tout ça c'est un acte politique pour moi. Je me suis dit ok, en fait, cet art, il mérite d'être bien fait, d'être fait rigoureusement. Pour ça, il faut qu'on ait des lieux. Donc j'ai ouvert mon lieu. J'ai joué dedans, je me suis entraîné. J'ai sacrifié une partie de ma carrière artistique parce que c'est dangereux quand tu commences. Finalement, je commence le stand-up. De mettre autant de côté de ta carrière pour faire des blagues, aller 20% de ton temps et le reste en production. Mais aujourd'hui, ça permet de montrer à plein de gens que, en gros, la transmission, c'est possible, qu'on n'est pas obligé de se faire des coudes et d'avoir les dents qui rayent le parquet pour faire ce travail, qu'on doit être dans le partage. C'est beau, qu'on doit être dans la parité, dans la mixité, tu vois, et c'est un travail qui m'a demandé un temps fou. J'ai dû me forcer. Combien de fois j'ai fait des plateaux avec que des blancs ? J'étais là, comment j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça ? Que des hommes blancs, mais ils sont tellement marrants. Oui, mais il n'y a pas que, oui, mais ils sont beaucoup, du coup je les vois plus forts. Parce que j'ai l'habitude de toujours leur les mêmes, alors mon cerveau il est en mode claque. Putain Shirley, commence à mettre que des meufs, voilà, programme que des meufs, après on verra pour les mecs. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, ça a créé la parité. Mais c'est un travail de titan avec soi-même, une déconstruction avec soi-même. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent pourquoi tu te casses la tête sur les putain, fais ton club comme n'importe qui. Toi t'es là, tu passes des nuits blanches à réfléchir à des trucs. Je fais parce que en fait c'est une utopie que je réalise. Ouais, c'est ce que tu dis en fait, c'est politique et c'est engagé en fait, et c'est important pour toi. Voilà, j'ai l'impression que là-dedans un petit peu ça fait aussi le reflet de ce que tu disais tout à l'heure sur l'entorse artistique. C'est un endroit où là t'allais pas faire d'entorse. En tout cas t'allais pas faire toutes les entorses que tu voyais. Totalement. Donc au fur et à mesure il y en a d'autres où tu te dis putain en fait non j'ai pas envie de ça, et puis j'améliore, j'affine, etc. Mais c'est un lieu où en fait tu as voulu la construire à ton image et
que ça puisse être symboliser ce que tu as envie d'apporter au monde, quoi. Ouais, c'est trop cool. Et ça a été dur parce qu'il y a tous ces moments où t'es tellement triste et fatigué parce que déjà t'as un complexe du Messie. En fait, tu te rends compte que t'as fait un truc que personne t'a demandé. Ouais. Ça te met un poids sur les épaules aussi. Ça te met un poids sur les épaules. T'es là, mais pourquoi moi? T'es là, mais vraiment personne t'a demandé. Ouais. Donc c'est ta mission personnelle. Tu t'es posé la question d'arrêter un moment? Tout le temps. Aujourd'hui encore? Bien sûr. J'arrête d'ailleurs. Ah, Caro, on n'a pas dit ça? Caro qui bosse avec moi. On a envie d'arrêter tous les jours, Tous les jours, je suis là. Si ça continue, j'arrête. Je l'aurais dit ce matin. Bon. Ouais. On verra, peut-être j'arrêterai. Mais en tout cas, ce que j'ai fait jusque-là, je suis contente parce que ça m'a permis effectivement de créer un monde qui me ressemblait, dans lequel je pouvais me développer sainement. Dans un safe place, comme on appelle ça aujourd'hui. Ce qui est triste, hein. Ouais, je voudrais revenir sur ce truc. Bien triste. Ouais, mais c'est un petit safe place quand même par rapport à la taille du monde. Sauf que ça commence comme ça, et en fait, quand tu vois une safe place comme ça à l'extérieur, tu te dis, en fait, elle l'a fait, elle s'est battue, il y a des gens qui peuvent le faire, pourquoi pas moi? Et c'est là où ça crée des émules aussi et que le truc se développe, quoi. Ouais. Là où c'est dur, en fait, c'est ça que je comprends dans mon chemin là de genre un peu de, tu vois, je les vois un peu comme des ténèbres quand même, hein, tu vois, ce moment où t'es là dans les flammes, il y a des gens, ils sont là, oui, mais de toute façon, moi, j'aurais pas fait comme ça. Bah, moi, c'est ce moment où t'as envie de dire à tout le monde, niquez vos mères, et que t'as envie d'être la plus grande des connasses. Tu vois, que t'as envie vraiment de faire les pires trucs. Et puis les gens arrivent à ce moment-là, mais ils voient pas toutes les galères par lesquelles t'es passé, qui ont été des épreuves de ouf. Et puis tu sens qu'en fait, si tu veux, moi, j'en ai des conseils bienveillants, j'en ai eu 1000 et je les ai entendus. Mais les gens qui sont en mode, moi, parce qu'en fait, je me rends compte que dans la société, il y a des gens, c'est leur rôle. Comme moi, c'est mon rôle, des fois, d'être cette personne. Tu vois, moi, je dis, moi, il n'aurait pas fait comme ça. Tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est des mécanismes de la société où chacun a son rôle. Il y en a un qui est là juste pour être relou, il y en a un qui est là pour encourager. Et c'est quoi ton rôle, toi? Là, tout de suite maintenant, c'est de l'idée. D'accord. L'idée, mon projet. Ouais. Sinon, il n'y a personne. Si vraiment je laisse l'avion, je dis, bon, allez, hop, c'est parti. Moi, je vais, en tant que passager, regarder un petit film. Il va y avoir un souci, quoi. Donc là, le but, c'est d'atterrir. Et puis de descendre cet avion. Et de dire, ouais, capitaine, voici. Voici, je vous tends la casquette à vous jouer. Et pour l'instant, Caro, faut qu'elle change de lunettes parce que. On va avoir un crash d'avion très rapidement. Tu lui as appris à piloter ou pas? Ça va. Daltonienne, donc les boutons, ça va être relou. J'invente des trucs. Je voudrais revenir juste sur ce que tu disais parce que c'est un truc qui est super intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu t'es questionné sur un truc qui est relatif au compromis. Ouais. C'est-à-dire, genre pendant un temps, pour faire connaître mon art et pour faire connaître mes projets, j'ai dû faire des compromis. J'ai accepté parfois alors que je voulais pas les faire, mais j'ai fait des compromis. Moi, j'appelle ça des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Ok, très bien, ça me va. Et là, tu arrives dans une situation où aujourd'hui, t'as plus envie de faire ces sacrifices, ou en tout cas, tu fais des sacrifices encore sur d'autres choses. Maintenant, je fais des compromis. Voilà. Ce qui est différent. Tu vas pas renoncer à certaines convictions que tu as, tu vas pas renoncer à. Tu parles de la pub. Ouais. Alors. non, je parlais de ça. Non, parce que là, jusque-là, c'était pas. En fait, si tu veux, c'est. Ah, ok, mon père il m'a dit une phrase, parce que mon père il me dit des phrases un peu comme ça, coup de poing des fois, comme tous les parents. Enfin, pas tous les parents, mais moi mon père il a un peu des phrases de Rafiki ou Mufasa, je sais pas, il a des phrases un peu comme ça, si t'as envie d'être sur la montagne quand il te l'a dit. Et sauf que le jour où il te le dit, à chaque fois c'est vraiment de ghetto, tu jettes les poubelles, c'est vraiment des trucs qu'il fait. Ouais. Brûle ce que tu aimes, tu l'aimeras 2 fois plus fort. Okay. Et genre, j'ai jamais vraiment compris cette phrase, mais elle est belle. Et du coup, tu le vois aujourd'hui dans ton. Il y a des trucs que tu brûles? J'ai brûlé le stand-up pendant 3 ans, quoi. J'étais là, j'aime tellement ce métier que je suis prête à mettre ma carrière, mon ego de côté et ma carrière, pour que je vois du bon stand-up en France. C'est du bon stand-up, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que je suis la meilleure stand-upeuse et que je sais comment. Non. Pour faire du bon stand-up, pour faire du bon pain, pour faire un bon hôtel, il faut les meilleures conditions pour que les gens, humainement, ils se sentent bien et qu'après, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes en étant à leur place, au bon endroit, avec de la bienveillance. La bienveillance. Créer de la bienveillance dans un endroit, c'est hyper compliqué. Parce que des fois, j'ai pas été. Moi, vraiment, j'étais en mode c'est bienveillant ici. Après, je parle mal aux gens. Tu vois, c'était dur à chercher cette bienveillance. Toi, de la cohérence, quoi. Ouais, de la cohérence. De l'harmonie. J'explique juste, parce que c'est important que les gens aient le contexte. Donc, tu as lancé le Barbès Comedy Club. Oui, et c'est là où tu as sacrifié pendant 3 ans ta carrière perso, en tout cas une bonne partie, pour développer ce lieu et cet endroit qui est donc ce temple de la bienveillance. Mais on essaye. Ça fait 5 ans finalement, parce que 2 ans avant, le projet était déjà lancé, donc ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans là. Tu m'as dit en off avant que tu avais un peu un objectif, tu vois, comme un défi que tu voulais relever avec le Barbès Comedy Club. Oui. Et que là, on arrivait un peu à la phase de transition. Oui. De renaissance, que tu avais envie, sûrement renaissance créative aussi. Ouais. C'était quoi cet objectif que tu avais en tête, que tu voulais atteindre Faire mon spectacle. Les choses avaient été teubées, il fallait faire depuis le départ. Ouais. Tout le monde a fait des spectacles. Et là, oui, j'en ai fait aussi. Je fais Monsieur Shirley, je fais Free, un spectacle avec des musiciens. Quand j'ai ouvert ma boîte de production en 2015, je crois, 2014.
je me dis, vas-y, ça fait longtemps que je voulais faire un spectacle avec des musiciens, ça n'a rien à voir avec le stand-up. Et je commençais à me rendre compte que mon premier spectacle SketchUp, pour faire dans l'ordre, tout premier spectacle avec mes producteurs s'appelle SketchUp parce que je ne sais pas si je fais du stand-up ou du sketch. À l'époque, c'était vraiment bizarre en fait, on savait pas trop, tu vois. Il y avait déjà le Comedy Club. Tout le monde se cherchait. C'était pas clair. Puis encore une fois, il n'y a pas toute l'infrastructure qui va avec pour qu'on comprenne ce que c'est du stand-up. On voyait juste un gars avec un micro faire des blagues. T'es là, oui, il a le micro, il fait des blagues. Tu vois, tout le monde était dans le même délire. Et puis on a vu les stand-up américains, t'es là, ah, c'est ça du stand-up. Parce qu'ils ont un micro, ils font des blagues, mais ils les font bien. Du coup, ça fait que notre cerveau, il commence à comprendre la différence, la grande différence d'écriture, d'adresse publique et tout. De finesse. Ouais, de finesse, de point de vue. T'es là, oui, on a affaire à des anthropologues, à des philosophes, à des journalistes, là. Il y a des gens, ils font des points de vue de ouf. T'es là, oh j'avais pas vu le monde comme ça. Wow, ma tête, elle est fou. Mais parce que c'est des orateurs qui travaillent depuis des années. Donc, ils savent parler aux gens. Là où nous, on fait des blagues. Alors, les Arabes, est-ce qu'ils partent en vol? Ouais, c'est peut-être pas faux. Bon, bah là, on est juste en train de faire boutiou, tu vois. On est des bébés stand-uppers. On découvre le micro. C'est un micro. C'est un micro, ça. Moi, tu es un arabe. Tu vois, c'était ça au début. Ouais. Ok, bah c'est bien l'arabe, mais tu as aussi une personnalité. Non. Tu vois. Et après, on a pu s'octroyer. Et quand je fais les deux personnages, c'est la même personne qui est en train de s'apprendre et s'apprivoiser, dire ça va aller, tu peux parler, tu peux t'exprimer. Et t'es beaucoup plus intelligent que ce que tu crois. On a évolué. Le stand-up a évolué, la société a évolué. La société du stand-up et la société française a évolué. Et moi, je trouve vraiment que ça a donné une force vraiment forte, grande à beaucoup de gens en France. De voir une Nawel Madani sur scène, de voir tous ces... Enfin, j'en ai 1000. Mais tu vois, c'est des figures comme ça où t'es là, elle peut parler et dire ce qu'elle pense. Wow. C'est génial. Quoi, elle a dit elle était lesbienne à la télé, française. Elle est noire quand même pour être lesbienne, non? Attends, c'est quoi ce délire? Tu vois ou pas? Je vois. Moi, je trouve que c'est juste être capable de vision et de réalité du monde étriquée, tu vois, chacun, tous les yeux, tu dis, en fait, il y a ça qui existe, c'est possible, quoi. Et non, mais surtout, je l'avais déjà en moi et personne ne me l'avait dit. Tu vois, on est dans une espèce d'uniformisation de la façon de penser. En fait, une croyance qu'on pense tous de la même façon, alors qu'on voit finalement l'humanité, elle évolue toujours, là. Faut pas qu'on soit trop... tu vois, faut qu'on soit humble, je veux dire. On est en train de découvrir qu'on savait réfléchir et qu'on pouvait refléter les uns sur les autres. C'est trop bien. Le stand-up, ça évoque ça. C'est le début de la société qui réfléchit, là, c'est intéressant. Ouais. Je suis curieux que tu me parles aussi de... Je trouve ça très intéressant, c'est vachement lié au Barbès, mais comment ça s'est passé cette période de structuration où tu avais au début toutes les casquettes, tu gérais tout et tu gérais je sais pas, une dizaine de postes différents. Ouais. Une situation où aujourd'hui tu commences à avoir une équipe, tu commences à déléguer et où aujourd'hui du coup ça te permet de revenir à la partie créative que tu as mis un peu sous cloche un peu plus pendant 3 ans. Ouais. Comment j'ai fait pour faire ça? Ouais. Tu sais, t'en parlais, c'est du leadership aussi, tu vois. C'est de se dire, j'ai ce truc que j'ai envie de réaliser. Et petit à petit, on met en place les briques, on apprend à déléguer. C'est un autre métier. Tu vois, t'as l'impression que c'est un tout autre métier que celui auquel tu t'es frotté au début. Ouais, en fait, j'essaie de réfléchir à... Ouais. En fait, c'est bizarre. T'es tellement la tête dans le guidon quand tu fais ça. Déjà, moi, vraiment, entre le moment où on a ouvert et le fait que j'étais attends, j'avais fait un rendez-vous avec un gars, on lui expliquait mon projet, on s'est associé sur Queutru. Après, on a fait ça. Genre, déjà, quand ça a ouvert, on a ouvert là? Parce que moi, je fume beaucoup, faut savoir quand même. Du coup, j'étais attends, il a fait vraiment? Ah, ouais, ok. Je suis encore en train de fumer. Bah, faut que je fume là encore. Après, je ferme les yeux, après, c'est fait 2 semaines, on est là. Après, je ferme les yeux, on me dit c'est confinement. Tu vois? Moi, dès le départ, quand j'ai pensé au Barbès, j'étais en mode, ouais, j'avais en tête, j'avais une équipe qu'on avait dans le Barbès qui devait tout faire dès le départ et je devais absolument pas gérer ça. Je devais faire la DA uniquement. Donc, la programmation. Quand tu démarres, tu te dis pas, je vais mettre sous cloche 3 ans ma carrière. Non, si, mais pas de cette façon-là. D'accord. Pour la DA, pour le développement, pour les RP, pour être là, pour le club, pour la com, pour tous les aspects cool. Pas les aspects relous de gérer la boîte qui va gérer le Barbès. Enfin, moi, j'ai ma boîte, tu vois, qui gère mon spectacle, mais là, vu qu'il n'y a plus d'activité spectacle, c'est que pour le Barbès. Toute ma structure est tournée vers le Barbès. Mais j'engage des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Parce que, à ce moment-là, j'ai une vision claire, nette et précise. Et comme je te disais tout à l'heure par rapport à Kaamelott et Astier, là, je suis en train de voir, parce que j'avais dit, alors, avec mon premier producteur, ça ne devait pas se repasser. Là, je suis du feu. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas ce que je dis... Je vous déboîte. Je suis juste du feu. Horrible. J'ai un chemin qui est clair et net. Et c'est là où c'est très dur de rester bienveillant. Et t'as un truc aussi qui est... Parce qu'en plus, j'ai ma douleur d'avant, pardon, je te coupe. Ouais. Et dans tout projet qui se structure, en plus,
t'as ce côté presque intégriste de dire mais en fait je veux respecter la vision que j'ai du truc, donc si vous écoutez pas et que vous faites n'importe quoi, t'as tendance à être presque très perfectionniste. C'est horrible. Là tu te rentres dans une espèce d'autisme qui me connaît bien et qu'il faut contrôler aussi, mais qui du coup fait que t'es genre juste associable, t'es là, pourquoi vous voulez me trahir, on avait dit qu'on allait là-bas, tu vois, ça c'est vraiment émotionnellement quelque chose qui devient compliqué pour moi, parce que entorse artistique, parce que là en fait ça me rappelle un truc que j'ai vécu et qui m'a pas plu profondément, et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Donc en fait là, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une déviation de mon chemin, je refuse. Donc, presque intégriste par le traumatisme. Je suis intégriste, ouais. Intégriste du stand-up. Je suis en mode, non, mais c'est comme ça et pas autrement. Et parce que j'y ai réfléchi. Enfin, est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui réfléchit des nuits avant de parler ? Des nuits, ça fait. Ça réfléchit, je fais des tableaux. Enfin, on dirait vraiment une psychopathe. Hein. Enfin, mais c'est bien, c'est cool. Mon côté artistique, là, j'écris partout. J'ai des tableaux, je jette des têtes. Je suis en mode, non, c'est pas du tout ça. Tu sais, je peux faire un programme vraiment. Pendant une semaine, enfin de la semaine complète, avec tous les horaires, et dire le lendemain, je me suis trompé. En équipe, c'est un peu relou, il fallait qu'ils comprennent un peu aussi de la macération. Et attention, une réflexion, une V1, c'est une V1. Bah. Soyez pas dans ce truc de vite, maintenant, tout de suite. Il faut laisser les trucs macérer, quoi. Donc c'est un peu mon cas à chaque fois. Donc je savais exactement quand j'ai ouvert le club ce dont je parlais. On a dit qu'on ouvre tous les soirs au début. Moi, j'étais pas forcément pour. Dans l'équipe, ils étaient pour. Mais par contre, quand je m'engage à dire quelque chose, je le fais. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, vous êtes sûr, vous voulez ouvrir tous les soirs ? On était 3 à décider. Parce que si on ouvre tous les soirs, c'est genre tous les soirs. Mais ouais, on peut le faire et tout. Au bout d'une semaine, ils me disent, on peut arrêter ? Je fais, non, vous aviez dit tous les soirs. Maintenant, il n'est pas question que toute la com, tous les flyers que j'ai sortis, tout le programme, les newsletters, on dise genre, en fait, non, on s'est trompé. Parce que ça, c'est une déviation de départ qui va pas être bonne. Ça vient de mes études de communication. Je vais pas faire une communication de crise dès le départ. Ça fait une semaine, les frères. La crise, on attend un peu. Non, ouais, juste, vous allez au bout du patient. Peut-être qu'il y aura 2 personnes dans la salle pendant les 4 premières semaines. Et c'est pas grave, je les ai vraiment préparés mentalement. C'était intéressant de voir ça, parce que moi je connais mon métier. Je sais que ça met du temps des fois quand tu fais un spectacle et que tu t'installes dans un lieu. Des fois tu peux attendre 3 semaines avant vraiment que le public vienne au rendez-vous et que d'un coup, ça n'arrête pas. Donc moi j'ai cette patience-là vis-à-vis du remplissage. Et eux, ils en paniquent quand même. Ça remplit pas, là. T'es là, ça ne remplit pas, hein. C'est normal. En fait, on vient de commencer la com telle date, il y a des mondes creux. On a eu une typique au début, ça va redescendre. C'est à nous de faire une com incroyable pour que les gens, au bout d'un moment, ils disent, ils sont là en fait, hein, ils sont bien présents. Et c'est ce qui a marché avec le club, c'est que j'ai dit, on va là-bas. Donc en fait, à chaque fois, j'ai dû me séparer des personnes avec qui je travaillais. Les gens ont commencé un peu à me cataloguer dans mes copains humoristes comme les personnes qui virent tout le monde. J'étais là, mais en fait, vous n'êtes pas à l'intérieur de ce qui se passe. Si je les virais pas, je peux vous dire que c'est le club qui va fermer dans 2 mois, en fait. Donc, et puis c'est terrible. Tu mets toutes tes tripes. Et tu veux pas passer pour la connasse de service, mais en même temps c'est aussi une boîte et tu te dis en fait il faut qu'on guide aussi le truc quoi. Ouais, et c'est une entreprise donc je dois assumer ce truc là et bien sûr que c'est pas la même chose que de faire un spectacle, ça demande aussi d'autres choses. C'est terrible. Ça te demande une vision. Comment cette vision elle t'est venue d'où toi ? C'est genre naturel ? De Dieu ? Non, mais le podcast qui part en vrai. Il m'a parlé hier soir encore. Non mais je suis super sérieux parce que c'est ça. Je suis vraiment super sérieuse aussi. Non mais c'est un truc qui était naturel pour toi. Tu t'es dit je veux aller là parce que j'ai envie de créer ce lieu. Tu vois, c'est vraiment. Tu parlais. Ouais. Ok. Ouais, ça me paraissait logique. Je sais pas. Je crois que ma réponse me va bien en plus. Très bien. De Dieu, allez. Thanks God. Thanks Lord. Génial. Ouais. Génial. Bah oui, non mais Dieu après c'est quoi Dieu, j'entends pas le côté religieux de la chose, mais j'entends quand t'es inspiré dans la vie, t'es inspiré quoi. Tu vois, quand t'écris un truc, on appelle le fil d'argent, que ce soit en peinture, en écriture, etc. Je pense que tu l'as certainement des fois quand t'as des idées qui se d'où ça me vient. Les idées voyagent, on les écoute, on est connecté, on est sur certains canaux. Tu changes de canal. Et tu vas dans le monde invisible. C'est là que tout se passe. Non mais ça nous dépasse, je pense. C'est la somme on n'a pas vraiment de libre arbitre là-dessus. C'est la somme de tout ce qu'on a vécu qui nous emmène à être ce qu'on est là. Ouais. Cool. C'est ça Dieu pour moi, c'est l'instant présent Dieu, quoi. On a dit Dieu, c'est bon, on arrête le podcast. Non mais je trouve ça cool de définir Dieu parce que souvent on met toujours ça dans ce côté. Alors que c'est ma vision de Dieu. C'est le ici et maintenant quoi. Ouais. Ok. Donc là, période où tu es en train de remettre la partie créative au centre. Comment ça se passe ? C'est quoi les défis Attention, pour moi, c'est toujours été créatif. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est un autre type de création, tu vois. C'est un autre type de création, mais c'est de la création. Ouais. C'est de la putain de création. Enfin, c'est créer. Hein. Ouais. Créer une équipe, c'est quelque chose. Hein. Créer, tu vois. C'était quoi les gros enjeux qui ont été durs pour toi sur ça ?
Tous. Non, mais j'imagine. Même passer le balai, c'était relou, wesh. Mais c'est plus dur pour toi Ah ouais, comme mon ego était là. Moi, je suis quand même charré soignant, hein. Franchement, non, mais c'est vrai. Il y a pas longtemps encore, je balayais et je faisais un travail avec mon ego. J'étais là, c'est pas grave. Arrête, faut tu passer vois. par là. C'est pas grave, je suis un être humain. Pourquoi je vais me dire je suis charré soignant, je suis pas censé. Bon, quand Walidia, il te regarde passer le balai, t'as un peu mal. T'es là, frère, on a grandi ensemble. Respecte-moi. Mais parce que je suis maniaque et ça m'énerve de voir des poussières que quelqu'un aurait dû balayer. Bon, voilà, bref. Et du coup, je peux pas m'en empêcher, je le fais, quoi. Okay. C'est pour ça que je ne vais plus au Barbès. Pour éviter de m'humilier en permanence. C'était quoi les trucs les plus durs? Vraiment? Le balai. Non, mais je sais. Pour mon non, ego. Ça. Bah, ça fait partie des trucs où vraiment, c'est pas une blague. Ouais. Parce que quand tu fais encore de la compta avec machin, tu te donnes un petit air. Tu vois, moi j'ai vu, en fait, c'est hyper intéressant quand t'es persuadé d'avoir cassé et déconstruit des masques sociaux chez toi et qu'en fait t'es une vraie connaisseuse. Oui, alors la compte, t'es là, mais c'est qui cette personne encore? Que j'appelle Charlène. Charlène, vraiment, elle est là, elle fait sa petite vie des Charlène soigneuse. Ouais, Charlène soigneuse. Allez, les jeux de mots, on y va. Ah bah, je le veux bien, Charlène soigneuse. Mais elle est un peu comme ça en plus. Très soigneuse. Et elle apparaît des fois et puis ça lui fait du plaisir d'être là, donc ses galères à elle, c'est des galères de chef d'entreprise. Mais tu vois, la galère d'être vraiment l'artiste sur le retour ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça me fait du bien aussi. Ça me permet de déconstruire des trucs avec. Tu remets les pieds sur terre. Normal, la bonne. Cool. Donc là, pas de renaissance créative puisque la créativité était toujours là. Ouais. Mais donc tu repars sur une nouvelle. Créative, ouais, j'ai l'impression que tu repars sur une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire. C'est une renaissance quand même. C'est une autre créativité. On passe à une autre créativité. Ouais. T'as envie de redonner du coup du temps pour ta carrière personnelle? Ouais, j'ai envie de donner du temps pour planter des tomates, la vérité. Okay. J'ai vraiment envie de rien faire parce que je pense que c'est ça le plus important quand t'es artiste. C'est l'inverse de tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là. C'est observer, ne pas avoir peur du temps qui passe, prendre du détachement, prendre du recul, respirer, méditer. Quelque chose que t'arrives à faire là? Là tout de suite, non. Non, mais genre, je veux dire, tu. Mais sinon, ouais, je peux le faire dans l'absolu. Tu vas prendre ce temps-là un peu dans les prochains temps. Ça veut rien dire, pardon. Je viens de me rendre compte que vraiment, je viens de me mentir à moi-même. Ouais, dans l'absolu, je sais le faire, ouais. Celui quand j'ai pas mis tu m'enfermes dans une pièce sans téléphone et tout ira bien. Mais ouais, c'est un truc que t'as envie de faire là, de prendre le temps. Ouais, de fou. Ouais. Parce que tu as en même temps envie de prendre cette ambivalence, tu vois, t'as envie de prendre le temps. De l'autre côté, nouveau spectacle, être humain qui arrive, les dates de tournée qui vont commencer à tomber à Paris, puis en France. Comment tu gères cette ambivalence, tu sais, je te dis ça parce que moi aussi j'ai le même truc, tu vois. En tant que créateur, je trouve que tu as toujours envie de faire 1000 trucs. Tu as 1000 opportunités, 1000 possibilités, tu t'éparpilles dans tous les sens. Et en même temps, tu as aussi, et tu le sais, ce besoin de poser, de calmer. C'est là où c'est bien les burn-out. Parce que tu te rappelles, je veux pas aller là-bas encore. En fait, la première fois, tu fais ton malin. Moi, mon premier burn-out, c'était quand même bien vénère. C'était quelle année? Tu m'as dit que t'en avais fait 2. C'était quoi en gros, les périodes pour se situer dans la chronologie. 2015, je dirais. J'aide les gens à se rapprocher. 2015, je dirais. Je pense que c'est vraiment à l'ouverture de ma société de production, un an après, un truc comme ça. 2016, exactement, 2016. Ouais. Je suis déjà commencé le spectacle avec les musiciens, on est en tournée. Moi, ça m'emmène à l'hôpital psychiatrique carrément. Ok. Mais venez voir le spectacle. La pub horrible. Je me déteste. Venez voir pour un savoir plus. Super en rigolant, mais moi ma maman elle est en hôpital psy à la naissance de mon petit frère, tu vois, si tu as des problèmes psy. Et c'est des trucs, ça te chamboule aussi. Ah bah ça chamboule une vie, oui, le passer par un endroit où personne ne sait quoi faire. Aussi, hein, ouais. Tout le monde est là, oulala. C'est traumatisant de ouf, même. Non, ça va. Il y a eu plus traumatisant dans ma vie, je pense que c'est pour. Enfin, tu vois, bon, bref. On n'arrive pas en HP simplement pour un burn-out de travail. On arrive en HP parce qu'on a trop tiré sur la corde et que l'inconscient, à un moment donné, il toque et il dit il faut vraiment qu'on parle. Voilà, c'est un peu ce que je raconte dans ce spectacle d'être humain. C'est quoi être humain? C'est quoi chercher son humanité? Bref, mais en tout cas, c'est ces burn-out répétés où tu penses que tu sais gérer le véhicule. En fait, tu dis ok, ce véhicule-là, il faut y aller mollo, quoi. J'ai peut-être un bolide, mais si j'appuie tout le temps sur l'accélérateur, ça n'a plus de sens, c'est dangereux. Et puis, c'est vrai que j'aime la vitesse. Mais j'aime la vitesse, pas au niveau de la voiture, mais au niveau de ma façon de faire le monde, tu vois. J'aime bien, par exemple, partir à 5 minutes avant d'arriver à un rendez-vous pour me dépêcher de tout faire. J'aime ce genre de vitesse. Il faut que je calme, qui sont plus liés à des mécanismes qui sont pas les plus agréables dans ma vie, tu vois, mais qui me permettent en même temps de faire des trucs un peu gueudins des fois. Bref, il faut jauger tout ça, mais c'est en testant sa machine, en dérapant parfois, en pétant un pneu, en niquant le moteur. Comme ça m'est arrivé, que là je fais ok, je connais ma bagnole, j'ai réparé là où je fallait que je répare, et je vais m'en servir beaucoup mieux. Donc en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que presque j'ai plusieurs identités, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes entités qui font les mêmes choses. Genre des alter ego, quoi. Ouais, totalement, c'est pas ce genre. Ils font pas les mêmes choses, donc tu vois, genre, Shirley l'humoriste, elle est vraiment genre
détente. Moi, je me lève à 18h. Là, ça commence, hein. Je me lève à midi et tout. Je vois que ça revient. Alors qu'avant, c'était 6h, 8h. J'étais là, allez, on y va, là. Là, ça y est, je commençais un peu à revenir en mode quoi? Je me rappelle plus. J'avais un rendez-vous. Ah bon? Le podcast, je l'ai oublié alors que je l'ai regardé hier. Il y a plusieurs mémoires là dans tout ça. Donc, tu vois, je suis en mode, ok, je suis en train de revenir. Ça va pas être compliqué pour Charlotte de revenir. Ça a été compliqué pour Charlène de partir. Elle est un peu en mode, mais on fait plus de compta. C'est fini. Je suis là, non, mais c'est fini. T'as bien travaillé, merci. Va, Bora Bora. Qui fait ta life? Moi, il faut que je me remette à qui j'étais. Maintenant qu'on a bien bossé, quoi. Nice. Ouais, je découvre ça chez moi, les alter ego. Ouais. Il y a ce truc qui revient chez toi de mécanisme. Tu sais, on sent que tu as quand même une super connaissance de toi-même. Ça commence. De plus en plus. Ouais. Enfin, je vois surtout ce qui marche pas dans le. Je fais là, oulala, ça fume partout là. Ouais, mais du coup, t'as ces deux burn-out qui ont lieu. Ouais. Tu vois, qui sont des moments qui. que j'en parle avec Joie, ouais, c'est ça. Non, mais qui t'ont chamboulé forcément. Mais de fou. C'est quoi les mécanismes inverses qui t'aident maintenant à voir quand tu tires sur la porte, Ouais. sur la corde? Tu vois, t'as forcément des trucs, des garde-fous que tu mets pour te dire, bah en fait, il y a des moments où je me connais et. C'est les gens qui m'entourent maintenant quand ils commencent à ouvrir les yeux comme ça. Je fais, je crois que je suis en train de partir en vrille. Puis c'est une vraie volonté, c'est un vrai ras-le-bol. Ça, j'ai trop appuyé sur l'accélérateur. Genre, j'ai même plus envie. C'est comme si t'avais mangé trop de flan. Tu vois, je suis là, ça me dégoûte. J'y arrive plus. Il y a des trucs que j'arrive plus à les faire. C'est fou, hein. Je peux les faire encore il y a 2 jours et je n'y arrive plus. Et tant mieux. Et puis j'ai une équipe avec qui on se fait de plus en plus confiance. Donc en fait, la confiance, c'est aussi important pour partir l'esprit tranquille. Qui ont aussi compris mon véhicule et qui savent que des fois je dis des trucs, il faut pas trop écouter non plus. Mais il faut écouter quand même. Tu vois, il y a un truc un peu de ok, on a cerné le délire. Et moi aussi, je m'adapte, on évolue tous ensemble. Et ça permet d'avoir des gens qui se connaissent, qui se comprennent. Et tu vois, moi, ça me permet aussi de pas demander des choses. Alors ça, c'était le plus dur, d'ailleurs, je pense, dans ma compréhension des autres. C'est que tout le monde ne fonctionnait pas comme moi. Ouais, je crois. Mais non, mais c'est vrai en plus. Je crois que c'est l'humain, quoi. En face de toi, en fait, tout le monde n'a pas ta vision. C'est une phrase con. Mais à quel point? C'est-à-dire que moi, il y a une façon que j'ai de travailler qui consiste à juste pas dormir et manger. Et du coup, je suis aux gens, je suis là, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai eu le temps de faire tout ça et pas toi. T'es là, oui, mais la personne, elle a mangé, elle a dormi. Elle est pas comme ça. T'es là, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas terminé les budgets. Enfin, moi, je le fais en 2 heures, ça. Tu vois? T'es là, oui, mais est-ce que tu veux vraiment que tout le monde ressemble à toi? Et tu vois? Au début, tu dis oui, parce que je te paye pour et qu'il y a un budget. Donc Mais en fait, non, pas du tout. Je veux juste que si ces personnes me ressemblent, elle va finir par vouloir faire tous les postes, tous les trucs, et c'est pas le but. Elle doit faire qu'une chose. Ça me fait rire parce que là, on en parle comme ça, on débrief, tu vois. C'est super intéressant, mais j'imagine le nombre d'étapes qu'il y a eu pour qu'aujourd'hui, tu aies cette clarté de te dire. Ah oui, en fait, maintenant j'en rigole et c'est drôle et j'ai réussi à faire le travail sur moi nécessaire pour me dire, en fait, il faut que je lâche prise là-dessus, faut que je sois moins perfectionniste. Bien sûr que j'ai la vision et je vais être intégriste là-dessus. J'avais compris depuis le départ, mais j'y arrivais pas. Ah ouais. Tu comprends, des fois, t'es là, j'ai compris. Puis après, tu fais, j'y arrive pas. Et tu recommences. J'ai compris depuis le départ, mais j'arrivais pas à le faire. Ça a été 3 ans de je recommence. Et je recommence. C'est quoi la nouvelle vision du coup? Est-ce qu'il y a un nouveau truc qui est, thanks God, qui t'amène vers une nouvelle étape? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ouais, je la sens, mais je peux pas la dire. J'ai envie de dire, venez voir le spectacle, quoi. Okay. C'est vraiment, venez voir le spectacle. Et genre, c'est vraiment un truc que je peux pas montrer, qu'on n'a pas vu en vidéo, qu'on connaît pas de moi, parce que je n'avais pas eu le temps de le montrer. Là, ça y est, c'est bon, venez voir. Ouais. Donc, ça se parle pas, ça se parle plus, là. Okay. Ça se vit maintenant. Je suis super curieux que tu... Il y a un truc, moi, quand je vois ton spectacle, enfin, je l'ai pas vu encore, mais quand je vois l'intitulé Être humain et les phrases que tu utilises pour le décrire, qui est vraiment relatif à, tu sais, un peu cette quête de vie qu'on a tous, de se dire pourquoi on est là, pourquoi. C'est quoi les prémices de ça? Bien sûr, je vais revenir voir le spectacle, ça va être trop cool et je vais avoir toutes les réponses, mais je suis curieux que tu... C'est ambitieux. Appelle-moi Dieu. C'est ambitieux. Je te paierai plus que le prix de la place. Mais tu vois, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a un ou deux trucs que tu gardes de tout ça et tu te dis ok, c'est ça en fait, j'ai mis le doigt sur 2-3 trucs, ce serait quoi? Les sujets? Ouais, pas les sujets du spectacle, mais ce que toi t'arrives, si on essaie d'imaginer, tu vois, cette question existentielle qui est qu'est-ce que c'est que se sentir humain, qu'est-ce que c'est qu'être humain, etc. Je réponds à la question de la vie. Ouais. Non, mais genre qu'est-ce que tu sens qui a émergé de tout ton chemin? Question dure, hein. Ouais, parce que là vraiment je suis vraiment encore sur le chemin. Ouais. Pas loin de la ligne d'arrivée, mais je suis pas arrivé, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait une ligne d'arrivée. Tu parles à quelqu'un qui est en train de pas loin de la ligne d'arrivée, alors ça fait quoi d'être arrivé? Je suis pas arrivé, connard, pousse-toi. Donne-moi de l'eau. T'en fais un spectacle quand même, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses où tu te dis... C'est pour ça que je te dis que t'auras pas toutes les réponses, c'est que j'en fais un spectacle qui est évolutif, qui est ici et maintenant.
qui ne concerne que moi et ma vision de l'instant présent et de ce que j'ai accumulé. Mais je voulais te reformuler la question parce que je pense qu'on n'a pas forcément compris. Je suis dans un océan et je suis là-haut, là, c'est grand ici. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que je vais essayer de prendre les bons mots, tu vois. Je t'en prie. C'est so clean, mais le postulat de ton spectacle, c'est voilà, j'arrive et je prends le côté être humain, tu vois. Et genre, j'essaie de comprendre de tout mon chemin qui n'est pas terminé, qui sera sûrement jamais terminé. J'essaie de répondre à cette question de pourquoi, qu'est-ce que c'est être humain, se sentir humain, tu vois. Et du coup, c'est quoi se sentir humain? Et du coup, est-ce qu'il y a un truc qui, toi, te fait ressortir de tout ça, tu vois? Qu'est-ce qui te. Ouais, bien sûr. Oui, c'est une question super dure, hein, je sais que je suis content de la reformuler parce qu'elle est complexe. J'avais pas. Non, pas tant en fait, c'est bon, j'avais pas. C'est juste la nuit blanche, c'est ça? Non, pas du tout. Je sentais que je l'interprétais un truc qui n'était pas interprété, donc là tu me l'as refait, c'était clair. Non, le sens de c'est quoi être humain pour moi, c'est qu'en gros, ça je peux l'expliquer, c'est un truc que je partage dans le spectacle, mais qui est une réflexion simple sur le fait que être humain déjà c'est quoi. Parce qu'on pense qu'on est forcément des humains, mais un humain c'est quand même une action de notre part. On est des êtres vivants, on respire, et après être humain c'est un travail qu'on doit tous faire. D'ailleurs ce que je dis c'est qu'il y a une expression qui dit c'est pas humain, c'est pour les humains. Tu vois, donc cette idée d'être humain, c'est une notion l'humanité qui change et qui est mouvante tout le temps. Preuve étant, c'est que moi, il y a un moment donné, j'étais hors sujet. Tu vois, voire lesbienne hors sujet. Donc, être humain, c'est une action, comme on dit en anglais, human being. Ça sonne mieux en anglais sur le fait qu'il faut agir sur cette acte, il faut faire quelque chose où on n'est pas d'office. Donc je dis finalement aux gens, redescendez d'un étage, vous êtes des êtres vivants, après pour l'humanité, il faut voir. Il faut qu'on la redéfinisse, c'est quoi ça veut dire quoi être humain? Okay. Un sacré concept, c'est comme être noir et être blanc, c'est comme être un homme, c'est comme être une femme. C'est un peu ça que je dis dans le spectacle finalement. Ce sont des concepts. C'est un truc de valeur aussi. Ce sont des concepts en fait, ce sont des concepts mentaux, ça n'existe pas. Moi, tout ce que je vois en face de moi, c'est des yeux, du poil, tu vois, on m'a obligé à regarder, on m'a obligé à regarder ça comme un homme, un visage d'homme. Ça veut rien dire, ça. Je connais des personnes qui ont un vagin et qui ont beaucoup de poils sans sorte de picouse. Parce qu'ils ont des hormones intérieures qui pas de sens de faire ça. Bon, voilà. Alright. J'ai une dernière question pour toi, Shirley, pour finir le podcast. T'as plein de gens qui nous écoutent, qui sont créateurs, qui sont sur leur route, tu vois. Tu parlais de chemin, de ligne d'arrivée, etc. Est-ce que tu aurais un truc à leur donner, un principe, un conseil, quelque chose, une idée qui toi t'a aidé à avancer dans les moments de galère, dans les moments où il n'y avait pas trop d'espoir, qui t'a aidé à avancer sur ton propre chemin? Des choses que j'aurais... En fait, c'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même, mais que je conseille vraiment fortement si tu veux faire quelque chose de la façon la plus sereine, parce que t'es pas obligé d'arriver au burn-out non plus pour arriver à tes fins. C'est bien de le dire. Ouais, c'est important parce que ça fait vraiment partie de moi. C'est pour ça que je venais voir mon spectacle, parce que c'est pas simplement le travail qui m'a emmené là. C'est tout un amas que je traînais depuis longtemps qui a explosé. Et beaucoup de gens travaillent pour oublier souvent ça. Il y a le côté workaholic aussi, des gens qui sont créatifs, tu vois, qui ont juste besoin de contrôler un monde qu'ils n'ont pas pu contrôler à un moment donné dans leur vie. Donc peut-être qu'il faut travailler aussi à côté de cet acharnement sur le travail, travailler ton psychologique, avoir voir un psy, discuter avec quelqu'un, bois de l'eau. C'est une phrase de Kian Kojandi, mais qui m'a énervé beaucoup, mais qui est vraie. Bois de l'eau, mange, dors, et le reste suivra. Mais se mettre dans une folie, un acharnement qui en fait révèle simplement que tu as besoin de parler à quelqu'un et que tu as besoin d'aller creuser au fond de toi des choses qui sont bien plus profondes que contrôler une entreprise. En fait, pour moi, c'est un travail sur soi. Tout le travail que tu fais qui te fait sortir un peu du côté « je me mets sous le joug de quelqu'un qui va me dire comment faire ma vie », bon, bah, c'est que tu es dans une recherche qui est un peu plus profonde en fait que ce que tu essaies de faire là. Si tu essaies de faire des gobelets dans ta vie en bambou, je sais pas, tu dis c'est ma nouvelle entreprise et que tu veux lui mettre tout ton cœur et tout, va chercher pourquoi tu veux faire à ce point-là des verres en bambou, frère. Parce qu'on n'a pas besoin de tant de verres que ça, on en a beaucoup dans le monde quand même déjà. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que j'entends là, c'est que la création, c'est en fait je trouve que ton parcours, il le reflète bien, c'est un merveilleux chemin de connaissance de soi, quoi. Tu te dis, bah, en fait, je me connais mieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, et je me connais encore pas beaucoup, quoi. De fou. Je suis still a baby. En fait, je pense que plus on avance, je crois que c'est vraiment une phrase, ça y est, hein, j'arrive les vieux, c'est plus on avance, moins on sait, quoi. Et ça qui est cool, c'est d'arrêter de penser que tu vas savoir un truc. En fait, toute ma vie, je me disais ça, quoi. Je me disais, c'est marrant, tous ces moments dans ma vie où j'étais là, ah, ça y est, j'ai tout compris. Et après, t'es là, j'ai rien compris du tout.
Parce qu'on est persuadé qu'un jour on fera ça. Ah, ça y est, j'ai enfin la clé de la vie. Mais pas du tout, il y a pas de porte. On s'est mis des portes mentales, des murs mentaux, des clés qui n'existent pas. Il n'y a rien, frère. On est comme, tu vois, dans l'espace sans gravité, en vérité. On est un peu tous comme ça et ça fait peur. L'expérience humaine est flippante, j'avoue. Pour ça qu'un peu de coke de temps en temps. Non, c'est pas vrai. Il y a des moments où ça clique. Comme on nique un message de fin. Trop cool. J'ai un petit cadeau pour toi, Shirley. Oh ouais, toujours, j'adore les podcasts où il y a des cadeaux. J'ai pas fini, mais du coup, alors c'est un. T'as pas fini d'écrire ton livre? C'est quoi? Non, mais ce que je voulais dire, c'est. J'ai pas de papier cadeau parce que je suis en transit et que j'ai pas de papier cadeau. C'est pas une excuse, voilà, il est nul. J'ai pas de papier cadeau. Franchement, j'aime pas trop le papier cadeau, la vérité. Je sais pas si t'as lu ce livre. C'est d'abord un livre et c'est une BD. Ils ont fait une BD qui s'appelle La Nuit des Temps. Je sais pas si tu connais. Je sais pas, j'adore les dessins. Et en fait, c'est cool. Et en fait, pour moi, ça colle parfaitement avec ce que tu essayes d'aller chercher avec Être humain. Je veux ce tableau chez moi. Et pardon, j'arrive plus à t'écouter. Et le bouquin, donc c'est un bouquin de Barjavel au début, qui s'appelle La Nuit des Temps. D'accord. Et ils en ont fait une adaptation en BD qui est juste fascinante. Et tu vas voir que si vu tout ce qu'on a dit, ça va beaucoup te plaire parce qu'il y a aussi une vraie réflexion sur. Tu verras. Bref, je te spoil pas tout, mais c'est un. Je suis déjà dans l'histoire. Bonne journée à vous. Tu m'en diras des nouvelles. Merci, man. Avec plaisir. Adorable. Et surtout, merci à toi d'être venu sur le podcast, c'est trop cool et merci pour toute la discussion. Merci pour ce petit bilan de ma vie. Ça fait plaisir. Même si on a fait un escalier. Non, mais j'aime bien, je paye plus le psy en ce moment donc. C'est pas mon C'est rôle. bien. Trop tard. Merci, Shirley. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Shirley, j'espère qu'il vous a plu, c'était un bonheur d'échanger avec elle, on a eu une conversation qui était un peu décousue, on est parti dans tous les sens, mais c'est ça qui fait aussi la magie d'un podcast, donc j'espère que ça vous a plu. J'essaie de lui trouver et de lui poser les meilleures questions possibles pour pouvoir vous apprendre un maximum de choses. Et si ça vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous pouvez voir le podcast en vidéo, et puis mettez-moi une petite note, 5 étoiles, sur Apple Podcasts, Spotify, ou peut-être sur n'importe laquelle autre de vos plateformes d'écoute préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite d'ici là plein de succès dans tout ce que vous entreprenez.